Bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD. On est évidemment sur la lecture, on est sur un live de sciences humaines et sociales, on est toujours sur Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. Nous allons reprendre la lecture là où on s'est arrêté il y a un moment pour nous. La dernière fois qu'on a lu, ça doit remonter à un mois, je crois, un truc comme ça. Donc c'est un peu brumeux dans nos souvenirs, mais on est reparti. On en était arrivé, je sais plus où. Je pense qu'on en était arrivé à là. On reprend, on en est sur les moments où on parle un petit peu donc de la montée malheureusement des managers. Comment est-ce que les managers ont réussi à tourner un petit peu les révolutions sociales qu'il y avait dans les années 70 et un peu avant, un peu autour, pour tout simplement prendre un pouvoir assez phénoménal. Je serais pas resté longtemps, il faut déjà que je file manger et me faire semblant de travailler en présentiel. Et bon courage Féloutier, merci d'avoir été là en tout cas jusqu'à présent. Et bon appétit, bon appétit. Jusqu'au début des années 1970, la thèse de Berle et Mintz sur la séparation de la propriété et du contrôle fit l'objet, comme le soulignait le sociologue Maurice Zetlin, d'un consensus impressionnant dans les sciences sociales américaines. Elles étaient au cœur d'une vision managérialiste du capitalisme fondée sur une série de vérités établies. Les voici. 1. Le site principal du pouvoir économique s'est déplacé. Le pouvoir décisif dans la société industrielle moderne, assurait Galbraith, est exercé non pas par le capital, mais par l'organisation. Non pas par le capitaliste, mais par le bureaucrate industriel. Alors évidemment, je me permets de repréciser parce que notamment pour celles qui arrivent là et qui n'ont pas forcément eu les lectures précédentes, qui ne savent pas forcément ce qu'on a déjà dit sur Grégoire Chamaillou, là il est sur des passages où il se met complètement en retrait et il nous donne vraiment la vision notamment développée par les droitos de l'époque. Donc il y a parfois du cynisme assez visible quand on sent que Grégoire Chamaillou ressurgit dans l'écrit, on va dire, autant comme là il nous présente le truc très neutre, très froid, parce que c'est comme ça qu'étaient développées en fait ces théories, c'était comme ça que les conservateurs de l'époque voyaient les choses, et en fait il prend pas spécialement de parti, il dit pas si c'est bien ou pas bien, même si en vrai quand on voit arriver du cynisme, on comprend bien que Grégoire Chamaillou il trouve que c'est de la merde, que globalement c'est quand même des gros cons réactionnaires de droite, mais du coup là quand il nous parle par exemple de vérité établie, c'est pas dans le sens où ce sont des vérités universelles, point, c'est comme ça, c'est la vérité pure, et puis voilà. Non, c'est que pour les droitos de l'époque, ils voient ça comme des vérités. Donc pour les droitos de l'époque, c'est comme ça que marche l'univers, et en fait on peut même se rendre compte que c'est toujours globalement assez vrai. Vous avez énormément de droitos aujourd'hui, les conservateurs comme un Macron, etc., qui pensent toujours que en vrai le monde du marché libre est bien, est beau, est magnifique, parce que notamment le pouvoir en fait a été dilué dans les organisations du travail. Donc rendez-vous compte qu'en fait c'est pas du tout les capitalistes et les gens qui possèdent, qui décident, bien sûr l'actionnariat n'a rien à faire là, ne regardez pas par ici bien sûr, etc., etc. Cette vision du monde qui est très hors sol en fait, qui est déconnectée complètement du réel, mais bon, bref. Deuxième vérité. Le principe de maximisation des profits a été congédié. Jamais l'idée d'une motivation par le profit, prétendait Dahrendorf, n'a été plus éloignée des mobiles réels que dans le cas des managers bureaucratiques modernes. Donc voilà, encore une fois, soi-disant vérité absolue. Je pense que vous comme moi, vous êtes d'accord de vous dire que l'idée du profit n'a pas trop... l'idée du profit maximisé n'a absolument pas du tout quitté les intérêts des managers, puisqu'on rappelle que très souvent la classe managériale, donc managériale, c'est aussi les directeurs, etc., donc ceux qui font fonctionner la machine, mais qui ne sont pas forcément les propriétaires. Très souvent on se rend compte que ce sont aussi des propriétaires, parce qu'on se rend compte que très régulièrement ce sont aussi des actionnaires, etc. Donc en fait l'idée des profits maximisés qui se serait éloignée parce que ce ne seraient plus les patrons propriétaires qui seraient là, en fait elle est plus que discutable. Et bonjour Jean-Mi au passage, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, aussi bien que possible.
Troisième vérité, la classe capitaliste, écartelée entre fonction actionnariale et managériale, a perdu toute consistance, laissant place à une structure de pouvoir amorphe. Berle allait jusqu'à évoquer un capitalisme sans capitaliste. Et ça, ce qui me tue, hein, ça c'est que c'est le genre de choses qui ressort encore aujourd'hui. Hein. Quand vous écoutez certains droitos libéraux, ils vous sortent encore ce genre de conneries. Hein. Ah, c'est ça qui est assez incroyable. Hein. Quatrième vérité, la propriété privée des moyens de production que l'on disait être devenue liquide s'est évaporée pour de bon. La propriété, annoncée Keysen en 1957, est en train de disparaître. La propriété privée des moyens de production, confirmée Bell en 1961, est très largement devenue une fiction. Bref, on en avait la certitude, le capital, et par là même le capitalisme, s'est auto-dissous. Et encore une fois, n'oubliez pas que ça, c'est ce qui se disait dans les années 70. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, le monde libéral, pour eux, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité pure, point. Et tu te dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Mais encore une fois, c'est ça qui est magnifique avec les droitos, avec les conservateurs, les libéraux, c'est qu'ils ont cette capacité à soi-disant tout le temps mettre en avant, oh regardez notre grosse rationalité, patati patata, alors qu'en fait, ils se basent entièrement sur des croyances comme ça, qui sont complètement éclatées au sol, qui n'ont aucune réalité tangible. Vraiment, c'est non mais on le croit donc c'est vrai et puis c'est tout. On a dit que le capitalisme il n'existe plus donc voilà c'est bon. Ah ouais? Ah ouais d'accord. Ah bah écoutez. Soit. Je reprends. Nous avions, concluait Daniel Bell, une société dessinée par John Locke et Adam Smith qui reposait sur les prémices de l'individualisme et de la rationalité de marché. Et encore une fois, c'est les Jean-Michel qui ne comprennent pas ce qu'ils disent parce que typiquement Adam Smith, c'est pas vraiment ce qu'il disait. Mais YOLO. Vous imaginez quand même essayer de comprendre un auteur. Finalement, ça serait comme Lordon comprendre Spinoza. Pardon, je pouvais pas m'empêcher de mettre un petit tir quand même, c'était gratuit mais c'était nécessaire. Je reprends. À présent, nous nous dirigeons vers une éthique communale. Vers une éthique communale, bien sûr. Mais sans que cette communauté n'ait encore été pleinement définie. En un sens, le mouvement qui nous a fait quitter la gouvernance par l'économie politique pour adopter une gouvernance par la philosophie politique, car c'est bien cela que ce basculement implique, constitue un retour à un mode de pensée pré-capitaliste. Rescudgence, dis donc. Oui, en effet. Ah bah d'ailleurs, pour celles qui sont sur le Discord, je crois que sur Twitter aussi je l'ai fait, il y a des gens qui m'ont ressorti aussi là ces derniers temps que j'étais trop radical, qu'ils pensaient pas que j'étais extrémiste de gauche, etc. Du coup, je me suis permis de modifier mon pseudo sur Twitter et sur Discord, et du coup, j'ai mis Radical Urgence. Voilà, histoire que ça soit un peu plus clair. Si vous n'avez pas compris, ici on est radicaux. Enfin voilà, et on est dans l'urgence aussi, vu l'état du monde. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un peu plus clair. Si vous n'avez toujours pas compris que je suis globalement de gauche radicale, arrêtez d'être des cons, quoi. Enfin vraiment, arrêtez d'être de droite. Enfin, je sais pas, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous. Ça me fume parce que c'est un truc que tu dis tout le temps en plus. Ah non mais j'avoue que ça fait partie des trucs que j'ai pas trop compris d'où ça sortait quoi. T'es trop radical, franchement t'es extrémiste et vraiment j'étais là en mode... C'est genre l'ADN de la chaîne. C'est... Les gens. C'est ce que je vous dis depuis des plombes. Hein? Voilà. Donc comme ça maintenant je me dis c'est un peu plus clair. C'est peut-être un peu plus obvious. Qui sait? Bon, enfin. Voilà, on est des radis échos, ouais. Laissez-moi deviner des fans de LFI. Bah, même pas forcément tant que ça, non. Même pas forcément tant que ça. Mais je pense que c'est des gens qui se pensent politisés, qui se pensent très à gauche et qui ne voient pas un certain nombre de biais qu'elles peuvent avoir, en fait, ces personnes-là.
Je pense que vraiment ce sont des gens qui ne se rendent pas compte à quel point en fait elles peuvent faire preuve de classisme, à quel point elles peuvent faire preuve de beaucoup de blanchité dans leur comportement, parce que notamment c'est sorti quand j'ai commencé à mettre mettre de bons scuds quand même sur tout ce qui est le racisme, etc. Et notamment en fait le racisme qui est produit par les gens qui s'estiment être justement non racistes, sauf qu'en fait ils te lâchent des techs complètement éclatés sans s'en rendre compte, ou même en s'en rendant compte, mais pour qui c'est pas un problème. Pour les personnes qui font notamment aussi énormément de la hiérarchie, etc. Des trucs qui en fait pour moi sont pas du tout ok. Enfin à aucun moment tu vas faire de la hiérarchie sur les oppressions, c'est complètement éclaté. Et à plus forte raison si derrière ça te permet de justifier le fait que du coup on peut jeter sous le bus les personnes racisées. Enfin vraiment rends-toi compte que globalement juste t'es raciste quoi si c'est ça. Hein. Et donc du coup comme j'ai commencé à être un peu plus vénère sur les questions de racisme ces derniers temps, parce que c'est vraiment un truc qui me fait péter un rein, enfin je pète un câble là-dessus, parce qu'en fait, notamment parmi les choses qu'on m'a reproché, en me disant que j'étais peut-être trop radical, une des personnes m'a lâché que je faisais de la priorisation, puisque notamment j'ai arrêté un stream où j'ai arrêté le stream à cause du racisme qu'il y avait dans le chat par les gens du chat et par des gens habitués du chat, et que ça m'a vraiment fait péter un câble de voir qu'alors que j'essaye quand même depuis très longtemps de vous faire prendre conscience des oppressions, de vous faire prendre conscience de vos propres biais, de vous faire prendre conscience à quel point c'est important de se remettre en question et de pas rentrer dans des notamment des mécaniques de class first, etc. parce que sinon on fout sous le bus les autres gens. Et pour ça j'ai arrêté le stream, parce que juste je pétais un câble de voir que c'était les gens du chat, les gens habituels qui étaient en train de faire des trucs racistes. On me dit que je priorise les causes racisme, enfin les causes autour du racisme, plutôt que par exemple les causes LGBT, parce que j'ai jamais arrêté un live à cause de transphobie. Sans voir que le truc c'est qu'on a une communauté qui est globalement très très blanche et qui est très très LGBT, et que du coup à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui a sorti une connerie au niveau des LGBT, par exemple une connerie transphobe, il s'est mangé l'entièreté du chat. Alors que moi, quand vous avez commencé à voir le chat qui a lâché dinguerie raciste, globalement, il y avait que moi en vocal, un petit peu glitch qui est venu juste viteuf parce qu'elle était sur la route et qu'en fait, elle s'est arrêtée sur la route. Elle était tellement vénère parce qu'elle écoutait le chat elle écoutait le live sur son téléphone pendant qu'elle conduisait. En fait, elle s'est arrêtée pour venir en vocal pour dire non, mais ça va pas, c'est pas ok. Et c'est tout en fait. Sinon, le chat, il y avait 30 personnes qui étaient sans souci en train de lâcher des dingueries en fait. Et c'est pas ok. C'est vraiment absolument pas ok. Et c'est pour ça que vraiment, à un moment donné, me dire en fait, tu fais des hiérarchies et tu t'intéresses plus à l'antiracisme que pour le coup, les attaques sur les LGBT, c'est complètement éclaté au sol. En fait, on est absolument pas dans la même dynamique. Et en fait, non, justement, je fais pas hiérarchie. Enfin, il y a aucun moment où il y a une des deux oppressions, elle est plus acceptable que l'autre. Enfin, vraiment, ça me fume. Donc là aussi, il y a des retours qui me sont tombés dessus, comme quoi je suis trop radical, que j'exige trop, patati patata. Je vous avoue que ça m'a un peu pété les reins. C'est pour ça aussi que je me suis renommé. Encore une fois, si les gens là ne comprennent toujours pas que je suis une personne radicale de gauche, je sais pas ce qu'il vous faut quoi. Bonjour Dracula, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, en tout cas aussi bien que possible. Bref, sur ce, je vais reprendre la lecture. Attendez. Et t'es trop radical, genre être trop de gauche, c'est un problème pour vous, parce que généralement le problème chez des gens qui se disent radicaux justement, bizarrement ça n'a rien à voir avec la radicalité, mais plutôt avec les systèmes de domination qu'on essaie de combattre, quoi. Et limite ça peut être taxé de pas assez à gauche, même si je pense pas que ce soit exactement pertinent non plus. Oui. J'ai complètement raté cet épisode perso, je dois avoir baissé le son au minimum pour jouer, où j'étais sorti faire des courses. C'est possible, c'est possible. Donc non, vraiment nick, voilà. Et encore une fois, si vous n'avez pas capté que je suis radical de gauche et qu'ici on est plutôt très 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 radical de gauche, c'est que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas vu où est-ce que vous êtes en fait, parce que vraiment... Et en plus, radical ne veut pas dire extrême, mais qui se concentre sur les sources du problème et des solutions. C'est ça. Moi, je suis même pas en train de vous dire, allez, on est des extrémistes de gauche, on va aller faire sauter les banques, on va aller faire sauter la classe politique au sens littéral, on va aller mettre des bombes, etc. Non. Je vous dis, il faut faire tout péter le système, parce que le système est complètement éclaté au sol, mais c'est au sens... il faut remettre en question tout ça, il faut reconstruire différemment, etc. Je vous dis pas d'aller poser des... Non mais... Tout cramer, oui, mais n'allez pas tuer des gens, vous voyez ? Je pense que si on était plutôt taxé d'extrémisme, on serait plutôt sur le côté où littéralement on dirait d'aller tuer des gens, d'aller supprimer des personnes. C'est pas le cas. Nous, ce qu'on dit, c'est détruire les... je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Nous, on dit d'aller détruire le système.
On dit pas d'aller détruire la personne. Ça, c'est une différence qui est plus que notable, vous voyez. Donc à un moment donné, vraiment flemme quoi, flemme. Et c'est pour ça aussi que là en ce moment je vous ai dit, je vais resserrer drastiquement la vis au niveau de comment est-ce que je gère mes streams et à quel point je vais ban des gens notamment, etc. Parce que j'en ai ras le cul en fait. J'en ai ras le cul de me dépenser autant en ressources constamment et de me prendre des retours comme ça et notamment par des gens qui sont là depuis très très longtemps à la base. Enfin moi ça me fait péter un câble. On dit que si les gens meurent d'eux-mêmes, on serait pas triste, exactement. Si c'est un patron, c'est un peu moins triste. Oh non. En plus, si tu fais péter des trucs sans être de la FNSEA, tu risques d'aller en prison. Oui, mais en même temps, on n'est pas patron. C'est pour ça aussi, S1. Donc, bon. Ça aussi, c'est une blague. Hein. Quand tu vois les journaux qui sont en mode oui, c'est un syndicat. Ah oui, mais par contre, vous avez oublié le fait que c'est un syndicat patronal. Vous savez, c'est comme si on venait vous dire, alors en vrai j'ai déjà vu sortir ce genre de tech, hein, c'est comme si vous veniez vous dire à des gens, vous avez vu le MEDEF? Ce sont de simples syndicalistes, ce sont des gens comme vous et moi qui se battent pour le bien commun. Non. Non. Non, non. Non. Le principe du MEDEF, c'est que c'est un syndicat patronal, donc en fait ils se battent surtout pour leur intérêt de classe de patron. Voilà. On te sous-entend que ce sont des paysans, bah non en fait, ce sont des exploitants, et puis alors c'est surtout des énormes exploitants. Quand tu vois qu'il y a des gens, comme par exemple Solène, qui galèrent à avoir un putain de champ parce que justement les structures immenses qui sont... ils se battent le MEDEF, alors pour te retirer des droits, ah oui ils se battent fort, ils se battent très très fort. Pour garantir leurs privilèges, ils se battent très 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 fort, hein, très très clairement, hein, à 200%. Pour le coup. Quand vous voyez en fait que vous avez des gens justement comme Solène je pense, voilà Solène Flore, qui galère à trouver un putain de champ pour juste pouvoir faire pousser des fleurs, hein, parce que c'est son taf, parce que justement en fait toutes les terres sont accaparées par des énormes multipropriétaires qui possèdent mais des quantité de terres astronomiques, hein, vraiment c'est des énormes exploitations. Clint il en a parlé aussi assez régulièrement sur ses lives, Clint remettait aussi quand même ça à plat, et vraiment tu te rends compte que les patrons sont éclatés au sol, sont d'une violence phénoménale, en plus avec les paysans à côté, enfin ça fait péter un câble quoi, vraiment c'est immonde, c'est immonde. Bref, focus ficus, je reprends la lecture parce que je sens que je suis en train de partir en divagation, enfin pas divagation, en... Ah! Quand on va faire un pas de côté. Merde, j'ai oublié le nom. Oh, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Digression! Voilà, c'est ça, merci. Digression. Voilà. Je suis en train de faire une digression encore. Donc, recentrons. Une remarque ici. Cette pensée-là de la gouvernance, celle qui prévalait avant le grand tournant néolibéral, je propose de l'appeler, à la fois en écho et par contraste avec la notion de gouvernementalité, la managérialité. Michel Foucault concevait la gouvernementalité libérale comme une réponse au problème cardinal des arts de gouverner modernes. Comment introduire... Ne faites pas des sous-entendus dégueulasses, hein, je vous connais le chat. Hein. Comment introduire l'économie à l'intérieur de l'État? Comment exercer le pouvoir dans la forme de l'économie? Dans le prolongement de ce projet, le néolibéralisme a cherché à analyser des comportements non économiques à travers une grille d'intelligibilité économiste. Ceci notamment pour faire la critique et l'estimation de l'action de la puissance publique en termes de marché. Or, le prédécesseur, le managérialisme des années 1950 et 1960, sous ses deux aspects, pratiques et théoriques, faisait tout l'inverse. Son problème n'était pas d'introduire l'économie à l'intérieur de l'État, mais au contraire un analogon du gouvernement politique à l'intérieur de la gestion privée des affaires économiques. Il ne se concevait pas comme un art d'exercer le pouvoir politique dans la forme de l'économie, mais au contraire comme un art d'exercer le pouvoir économique dans la forme d'une certaine politique, d'une politique privée. La managérialité n'a pas pour forme majeure de savoir l'économie. Sa prédilection épistémique fondamentale lorgnant plutôt au-delà de l'éthique sur la politique et bientôt, comme nous le verrons, sur la stratégie. Un peu lourd. Ne pas dire exactement, ne pas dire exactement. Mais Gentle l'a dit.
C'est jargonneux, ouais, je trouve que c'est beaucoup de mots pour finalement un sens assez basique qu'on pourrait replacer. En gros, on vous raconte que grosso merdo, on va essayer de rajouter les intérêts économiques dans la politique, c'est-à-dire que les fonctionnements politiques vont devoir prendre en compte les éléments économiques, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que ce qui se passait concrètement, c'est que dans l'économie, on venait rajouter de la politique. Donc en fait, on faisait l'inverse. Voilà. C'est ce que faisaient les managers, c'est venir rajouter des questions politiques, des questions idéologiques au sein des fonctionnements économiques, et pas l'inverse. Voilà, grosso merdo, on peut résumer à ça. Hein. Son énorme paragraphe là, où il nous parle avec quand même pas mal de mots qui sont un petit peu lourds, un petit peu jargonneux, effectivement, on peut réduire à ça. J'entends, les managers sont nuls et fonctionnent à la superstition, sûrement. J'ai été obligé de regarder ce que ça voulait dire un analogon. Oui. Mais arrêtez de tout politiser. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu parler d'Arcanie? Au cas où vous ne connaissez pas Arcanie, je peux vous dire que Arcanie fait des choses très bien. Hop. Monsieur, le jeu sort dans une semaine et la touche retour arrière ne marche toujours pas. Ah non! Mais l'alerte qui plante, c'est l'alerte spéciale d'Arcanie. Qui va rester planté, c'est ça? Il va rester planté. Ah. Ah non, c'est bon, ça y est, ça a disparu. Par contre, je vais redécaler un tout petit peu la cam. Parce que Pépette, en fait, elle est très mignonne, mais Pépette, elle se planque. Comment t'es, Pépette? T'es à moitié dans le vide, non? Attendez. Bonjour. La grande, hein? Hop. Hop. Voilà. Regardez-moi comme elle est belle. Oh, tu es belle, ma fille. Oh, tu es belle. Oh, tu es là. C'est bien quand t'es calme, hein? Voilà, pardon, excusez-moi. Arcanie est d'ailleurs en train de finir le montage de la prochaine vidéo. Oh, tu sais que tu peux ne pas du tout hésiter à envoyer le lien dès que tu l'as produit et on pourra faire un react dessus sur la chaîne, hein, avec un grand plaisir. Hein. Ce screen, on dirait une œuvre d'art contemporaine en photo. De l'alerte qui était plantée, certes. Est-ce que j'ai fait exprès pour le tout politiser? Oui, peut-être, vous ne saurez jamais. Mais en même temps, c'est une très très bonne série de vidéos. Et les autres vidéos sur la chaîne de Arcanie sont aussi très très bonnes. Donc voilà, je ne peux que vous recommander d'aller voir là-bas. Je reprends du coup. En 1954, dans le 20th Century Capitalist Revolution, j'allais le dire en français, ça allait mal marcher. Je passe en l'heure que dodo, il est l'heure pour moi de commencer ma nuit. Et bah des bisous Ezwan, bon courage pour le dodo. Un react, hein, pas un react, non, un react. De type réaction. Tout à fait. Mais en tout cas, merci d'avoir été là jusqu'à présent. Beyrle dépeint l'image enchantée d'un manager prince administrant... et là, du coup, je le dis à l'anglaise alors que ça n'a aucun sens. D'un manager prince administrant les affaires en position d'oracle de l'intérêt public. On peut lire ce texte comme une reprise anachronique, en plein XXe siècle américain, de l'ancien genre des miroirs du prince. Beyrle se réfère à Saint-Augustin et à sa cité de Dieu, où une organisation morale et philosophique guidait, en fin de compte, immanquablement le pouvoir. Il évoque aussi la cour des Plantagenets, où un homme, souvent un prêtre, appelé le chancelier, jouait le rôle de gardien de la conscience du roi. Le manager, nouveau prince, exercera de même son pouvoir bienveillant avec l'éthique des affaires pour tout garde-fou. Seule limite posée au pouvoir du manager, sa conscience, bordée par les sanctions informelles de l'opinion publique. À quelques lignes d'intervalle et sans y voir de contradiction particulière, Beyrle peut soutenir que les managers constituent des micro-oligarchies, se perpétuant elles-mêmes, et que la philosophie tacite des hommes qui en font partie garantit un contrôle réel contre les dérives d'un tel pouvoir. Vous voyez là, typiquement, c'est le moment un peu cynique où vous ressentez le Grégoire Chamaillou. Voilà, c'est le moment où Grégoire Chamaillou il vient et il met un petit scud quand même
parce que Berl peut soutenir à quelques lignes d'intervalle et sans y voir de contradiction particulière. Derrière, très clairement, c'est Grégoire Chamailleux qui dit vraiment, c'est un gros gland, Berl. Vraiment, gros gland sur 20, quoi. Tu le sens que c'est ça le sous-texte. Et ça me fait un peu rire. Et encore là, ça va, il est soft, parce qu'il y a des moments où le sous-texte, il est beaucoup plus vénère en vrai. Mon cerveau cannot computer. En gros, l'auteur Berl, donc un auteur américain, je crois, je sais plus, en tout cas un auteur réactionnaire libéral, t'explique que en gros le tyran bienveillant c'est la vie et que les managers ce sont les tyrans bienveillants. En fait, ils sont obligés de faire des choses bien parce que sinon, tu comprends, les gens ils vont les juger mal et si les gens les jugent mal, ils sont blessés dans leur âme. Alors du coup, ils font les choses bien en ayant absolument tous les pouvoirs pour faire tout ce qu'ils veulent, y compris des choses très très mal. Mais comme ils sont gentils, ils vont pas faire des choses mauvaises. Je vais garder mon reste de cerveau pour mon télétravail pour la partie de Stellaris, je crois. C'est une bonne idée. Pauvre petit manager. Mais oui, les pauvres petits managers. Voilà. Et donc forcément, Grégoire Chamaillou, en fait, en sous-texte, nous dit c'est éclaté au sol. Ça ne marche pas. C'est de la merde. Et t'es là en mode oui. Et ça, par contre, ceci dit, c'est toujours un truc qui est toujours présent. Ça, vraiment, c'est une croyance que vous pouvez voir assez facilement par rapport à pas mal de gens, notamment dans les pouvoirs publics. Si vous prenez des Macron, etc. Voilà, c'est clair que c'est n'importe quoi. C'est un petit peu ce genre de sous-texte qui est présent, de vous dire que, en fait, les décisionnaires vont prendre des décisions parce qu'ils sont obligés de prendre des bonnes décisions. Ils ont à cœur les intérêts du peuple, parce que même s'ils n'ont pas à cœur les intérêts du peuple, les gens vont gueuler et donc du coup ils vont écouter quand même et ils vont faire les choses bien. Alors qu'en vrai, c'est complètement éclaté au sol parce qu'on voit bien que dès qu'il y a des gens qui protestent ou quoi, on se prend une répression phénoménale dans les dents en fait. Sauf si évidemment ce sont les gens qui sont déjà en situation de domination. Mais bon, bref. Je suis en l'heure que silencieux, mais je vois le bidou du chat qui gonfle et se dégonfle, quelle ASMR. Ah oui, là elle est en mode sieste absolue, ça a l'air bien. Macron qui dit qu'il a mal expliqué l'âme en peine, c'est un petit peu ça, ouais, c'est un petit peu ça pour le coup. C'est même un peu beaucoup ça. Je reprends. Mais beaucoup, y compris au sein du courant managérialiste, étaient sceptiques. Comment était-on, après tout, censé faire la moindre confiance aux managers pour œuvrer au bien-être social, alors que l'on ne pouvait même pas se fier à eux pour s'occuper du capital de leurs propres actionnaires ? Plutôt que de se remettre à la vertu autoproclamée des managers, certains proposaient d'encadrer l'exercice du pouvoir d'entreprise par une sorte de constitution interne, une charte énonçant les droits et les devoirs du management. Il s'agissait d'appliquer au pouvoir managérial les principes du gouvernement limité qui constituent l'essence du constitutionnalisme occidental. Se demander si l'entreprise possède une structure constitutionnelle, précise en 1962 Richard Cedric Fox Hills, cadre de General Electric, équivaut à poser la question de la gouvernance d'entreprise. Notons qu'Hills est l'un des premiers à utiliser ce terme, alors désuet, dans cette nouvelle acceptation. Une firme est certes un producteur et un distributeur, un fournisseur et un acheteur de biens économiques, mais elle est aussi autre chose. Elle est un centre décisionnel, elle est un instrument du pouvoir et de l'autorité. En tant que telle, on peut lui adresser d'autres questions que celles des économistes, des questions notamment de gouvernance. Qui contrôle réellement une compagnie ? Quel pouvoir exerce-t-il ? À qui les détenteurs du pouvoir ont-ils des comptes à rendre ? Et, le cas échéant, de quelle manière ? La compagnie est-elle une oligarchie, se perpétuant elle-même, ainsi que on l'a qualifiée certains, ou bien est-ce une sorte de république ? La difficulté, pointait Hills, c'est que le gouvernement privé d'entreprise n'est évidemment pas une démocratie, mais qu'il est cependant plus possible pour une très grande entreprise d'être une autocratie. La voie du constitutionnalisme d'entreprise est étroite. Quel espace politique lui reste-t-il, sur la base de ce double diagnostic, entre d'un côté une autocratie qu'il juge intenable, et de l'autre une démocratie qu'il rejette ? Effectivement, pas grand-chose. Donc là, qu'est-ce qu'il nous raconte ? En gros, il nous dit que y a des auteurs qui sont pas vraiment d'accord avec la vision d'avant qui était proposée, notamment par Berne, en fait, les managers et globalement les décisionnaires en général sont des gens bons, intrinsèquement, compétents, qui sont là où ils sont parce qu'ils doivent être là où ils sont. S'ils ont tel poste, parce qu'ils le méritent, bien sûr, tout ça.
et qu'ils feront les choses pour le plus grand bien du plus grand nombre, parce que ce sont des gens bien, patati patata. Il y a des gens qui y croient pas, en fait, tout simplement, et y compris parmi les économistes réactionnaires de l'époque, parmi les économistes, on va dire, libéraux, il y a des gens déjà à l'époque qui disent « bah, c'est un peu la merde ». En vrai, si c'est un connard et il a tous les pouvoirs pour se comporter comme un gros connard. Donc il y a un truc qui va pas, il faut qu'on mette des garde-fous, il faut qu'on repense tout ça. Et donc il y a un deuxième courant de pensée qui va commencer à se développer et à réfléchir là-dessus et qui vont faire un constat qui est qu'une entreprise, c'est pas une démocratie, ça ne peut pas être une démocratie, mais en même temps, si tu vas sur une autocratie et donc sur grosso merdo un leader suprême ou quelques petits leaders suprêmes qui gèrent tout, ça marche pas non plus parce que les gens voient justement les fonctionnements autoritaires et vont faire des résistances. Notamment, on rappelle que là, on est sur un cadre un peu particulier, on est sur le cadre des États-Unis, qui a eu des gros mouvements sociaux aussi, fut une époque, même s'ils ont été complètement détruits. Le monde, de manière générale, a connu énormément de changements, avec beaucoup en Occident de remise en question de la part des ouvriers, en fait des classes ouvrières, des classes prolétaires du fonctionnement du monde, et donc notamment des avancées assez fortes au niveau des syndicats, etc. Qui font que en fait les patrons, les managers voient bien qu'ils peuvent pas tenir la ligne en fait. Ils sont obligés de trouver une autre solution que d'être des tyrans vus comme des tyrans au sein de leurs entreprises. Il faut qu'ils essayent de la jouer différente, sauf que ils ont pas non plus envie d'en faire des démocraties, parce que s'ils en font des démocraties, le problème c'est qu'ils perdent le pouvoir, et ils veulent pas perdre le pouvoir. Incroyable, les dominants ne veulent pas ne plus être dominants. Inattendu, n'est-ce pas? Et donc on arrive devant ce constat-là que en gros on ne veut pas être dans une démocratie, mais on n'a pas non plus très envie d'être sur une autocratie visible. Et je dis bien visible, parce que l'idée c'est justement que les patrons, les managers veulent une autocratie. Ils veulent pouvoir continuer à gérer exactement comme avant. Ils veulent juste pas que ce soit visible, et ils veulent juste pas qu'ils prennent des retours parce qu'ils se comportent comme ça. Et c'est ça le truc qui est important à prendre en compte. Je suis tombé sur un escroc une fois, Franck Petit, qui prône le management par la gentillesse. Angoissant, quel enfer. Quel enfer. Franck Petit, ça me dit quelque chose. Oui, c'est complètement dans l'histoire de faire du rebranding. Ils essayent de trouver un moyen, et c'est pour ça notamment qu'on a eu tout un tas de développement de ce qu'on appelle les stratégies pseudo-libres, les management pseudo-libres, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un emballage, tout un langage, tout un tas de structuration du travail qui te fait croire que tu as la liberté, que tu as le choix, etc. Sauf qu'en fait, pas du tout. Sauf qu'en fait, c'est faux. Vous avez notamment un McDo qui est très doué à faire ça. McDonald's, l'entreprise McDonald's est vraiment très forte là-dessus. Franck Petit, professeur des universités. Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. Professeur de droit à l'université d'Aix-Marseille. Mais non, il est passé à ma fac. On a des relations en commun d'ailleurs. Ok. Non, c'est pas lui. Ah. Je vais dire manager. Je sais pas si c'est un personnage public. Parce que c'est pour ça que je cherche, parce que ça me dit un truc comme ça, Franck Petit. Il y a pas un truc Franck Lepage aussi, ou un truc comme ça, qui est un peu foireux des fois. Beaucoup même. Oui, Franck Lepage qui est très foireux. Franck Lepage qui est très foireux à plein de niveaux. Il a eu des trucs qui étaient très intéressants à certains moments. Mais il y a plein de trucs qui sont très discutables. Franck Martin, d'accord. Franck Martin. Franck Martin, non ça me dit rien par contre. J'en ai plein qui sont mis en avant. Franck Martin est un passionné de la relation de complicité et des liens de confiance. Depuis des années, il approfondit par ses recherches une approche humaniste et réaliste qu'il transmet à l'université, en entreprise et en coaching. C'est vrai que quand tu me vends ça, déjà, moi j'ai beaucoup de red flags qui s'allument. C'est vrai que là rien qu'à ça... Je me dis oui. Certes. Soit, si tu veux. Non, mais il n'y a pas à dire pardon, hein, t'es caté, hein.
Ouais, prout. Ouais, Franck Lepage, réac sur 20, hein, c'est très très confus. C'est quoi déjà le truc? C'est canard réfractaire compatible et compagnie là. Je suis pas très fan de ce côté-là. Je vous avoue que moi, les rouges bruns, les... Ouais, non. Hein, non. On va éviter. C'est complémentaire, voilà, c'est assez complémentaire, tout à fait. Je reprends. J'en étais à... Ici, ils faisaient le constat qu'ils ont envie de faire un rebranding. Mais attention, car si l'on admet ainsi, mettait en garde en 1958 un rapport de la Fondation Rockefeller, que l'on est en droit de poser le même genre de questions à ces gouvernements privés que celles que l'on adresse aux autres genres de gouvernements, si donc les idéaux démocratiques qu'il convient de mobiliser pour juger l'État peuvent également servir à évaluer la façon dont les vies des hommes sont gouvernées dans le secteur privé, alors on ira très vite vers un gros problème. Pour dire les choses très simplement, l'entreprise est une forme autoritaire de gouvernement industriel au sein d'une société supposément démocratique. Or, si vous y appliquez les standards de la légitimité politique, il va nécessairement y avoir contradiction entre la tradition démocratique d'un gouvernement fondé sur le consentement et les procédures inévitablement hiérarchiques et autoritaires du business. En gros, ce que vous disent des structures comme Rockefeller, c'est que, attention, en mettant en avant que vous êtes... des formes de gouvernement avec des intérêts profonds pour, par exemple, les éléments sociaux de votre entreprise, etc. En fait, c'est que du coup, vous devenez attaquable. Vous devenez attaquable à plein de niveaux parce que, en fait, vous n'êtes pas des démocraties et que si vous dites qu'en gros, vous êtes des gouvernements, on va pouvoir vous demander des comptes. Or, vous n'avez pas envie qu'on vous demande des comptes. Par démocratie, l'auteur veut dire élection des représentants. Par démocratie, l'auteur reprend juste le propos démocratie tel qu'il est vu par les libéraux des années 50, qui effectivement sous-entendent démocratie à la occidentale, autrement dit élection de représentants d'une classe politique très réduite. En effet. Mais l'auteur n'a pas vraiment donné son point de vue là-dessus, encore que, comme je l'ai dit plusieurs fois, on sent à plus d'un moment qu'il y a un petit cynisme qui vient mettre des taclés en mode PTDR, les réactionnaires quoi. On sent qu'il n'est pas vraiment en train de souscrire aux thématiques, on va dire, qu'il développe. Parce que là, en fait, il fait que reprendre ce que disaient les différents auteurs de l'époque. Là, vraiment, on est sur un passage du livre où, en fait, il dit juste l'état des lieux de l'époque. Pour les réactionnaires, c'est ça. Les réactionnaires voyaient le monde comme ça. Et voient malheureusement toujours le monde comme ça. Mais il donne pas vraiment son avis dessus. Encore une fois, à part quelques petits retours par-ci par-là, où on sent sur le détour d'une phrase qu'il vient mettre un taclé, ça reste très très neutre parce que c'est pas son propos pour l'instant de critiquer ça. Encore une fois, lui, sur son ouvrage, il est là pour dire... Le monde actuel, il fonctionne comme ça parce que les mecs qui ont le pouvoir, c'est eux, et les mecs qui ont le pouvoir, ils voient le monde comme ça. Et donc, ils ont construit le monde comme ça. Mais il donne pas vraiment son avis dessus. Encore une fois, c'est assez léger, c'est assez light. Mais tout ça pour dire que quand même, c'est intéressant de voir que en 1958, la fondation Rockefeller, elle sentait venir le coup en disant attention, par contre, si vous si vous vous placez sur ce niveau-là, si vous essayez de passer pour des gentils gouvernements fort sympathiques, le problème c'est que vous allez vous faire attaquer et vous allez vous faire dérouler les gars. Faut pas trop non plus faire des ouvertures comme ça parce que les gens ils vont se mobiliser. Ce qui est rigolo. Parce qu'on voit bien encore une fois que c'est vraiment un système de défense de leurs intérêts. Si la fondation Rockefeller fait ce genre d'avis, c'est pas sans raison. S'ils publient des discours, des messages comme ça, des textes comme ça à l'époque, c'est justement pour dire aux autres patrons, et qui sont notamment donc, des personnes qui participent à Rockefeller, etc., c'est de dire attention, faut pas aller dans cette direction. Ou alors faut aller dans cette direction en faisant toutes les précautions du monde, parce que sinon là on va potentiellement se faire remettre en question sur nos intérêts et on n'a pas envie. On n'a pas envie du tout. Ah bah la classe du chat, tiens. C'est l'heure de la petite douche. Je reprends la lecture. Il y avait même là, estimaient certains, un grand péril. Si vous criez sur tous les toits que le management a à cœur les intérêts des travailleuses, alors, avertissait Peter Drucker en 1950, le management n'aura de légitimité qu'à la condition d'y œuvrer. Mais dans quelle mesure le peut-il ? Il est très imprudent de faire ce genre de promesses, comme on a pu en avoir la confirmation dans une expérience strictement comparable, celle du paternalisme colonial moderne.
En faisant l'erreur d'adopter une rhétorique du gouvernement pour le peuple, le discours colonialiste s'est mis en porte-à-faux avec son obligation à gérer la colonie en fonction des intérêts économiques, politiques, stratégiques de la métropole. De tels discours furent catastrophiques, car plutôt que d'assurer la seule chose qui comptait, à savoir de se faire accepter par les indigènes comme un gouvernement légitime, ils firent prendre conscience au peuple colonisé de l'écart qui existait entre les idéaux du gouvernement colonial et ses responsabilités envers les intérêts économiques de la métropole. Et c'est là, affirmait Drucker, une constante dans l'histoire. Tous les despotismes éclairés ont fini par entraîner la révolution. Et si l'on s'obstine dans cette voie, le despotisme managérial éclairé n'échappera pas à la règle. Alors là, ça c'est quand même bien rance, hein. Parce que du coup, là, ce que défend Drucker, en gros, c'est de dire quand même la colonisation c'était cool, mais en fait on l'a mal joué, hein. On n'a pas bien entourloupé les gens à qui on a volé les territoires, qu'on a mis en esclavage et tout, hein. Franchement, on aurait dû la jouer différemment, hein. Non, parce qu'on a voulu passer pour les gentils, et du coup, on leur a donné des moyens idéologiques de se rebeller. Donc franchement, c'est pas bien, hein. Et c'est un enfer, vraiment, c'est un enfer. C'est... Oh là là. Vous savez ça, Drucker, c'est typiquement... Mon Dieu, cette phrase, hein. Ouais, bonjour hégémonie. Drucker, littéralement, là, c'est le point de vue que vous allez avoir quand vous avez un Jean Billy qui va venir vous dire un truc du genre « Oh, mais quand même, la colonisation... » Franchement, on a fait des choses bien. Regardez, on leur a donné des aqueducs, on leur a donné l'électricité. Franchement, on est trop sympa. Et les gens, franchement, ils pourraient être un peu plus sympas. Ils pourraient quand même être un peu plus reconnaissants, hein. Alors qu'en fait, on les a putain de colonisés. Genre, on est venu les massacrer, on est venu les mettre en esclavage, on a accaparé leurs terres. Et encore aujourd'hui, les personnes en payent le prix, en fait. Enfin... Et là, vraiment, cette phrase de connard. Et on voit bien, encore une fois, que c'est un intérêt de classe, hein, qui est décrit derrière. Parce que là, son intérêt à faire ce parallèle qui est dégueulasse déjà, c'est juste de dire, attention, vous là, les managériaux, en mettant justement en avant que vous êtes des leaders éthiques, des leaders qui ont à cœur les intérêts sociaux des travailleuses, etc., vous allez voir, vous allez vous faire éclater. Parce que vous resserrez pas assez la vis, en fait. Vous êtes trop gentils. Vous apparaissez trop comme des gentils, sauf que du coup on va pouvoir vous attaquer là-dessus, parce que bah forcément vous êtes pas des gentils, mais c'est pas le problème en fait que vous soyez pas des gentils. Le problème c'est que vous laissiez des prises pour vous attaquer. C'est pas bien. Et on voit vraiment que c'est un intérêt de classe. Ça c'est purement une phrase pour se défendre en fait, pour défendre ses intérêts de classe. C'est infect. Vraiment c'est infect. Mais en même temps, encore une fois, on est sur des points de vue de réactionnaires de droite, hein. On est sur des points de vue des conservateurs libéraux. Donc partant de là, on peut pas s'attendre à des choses très fameuses, hein. Malheureusement. Mais enfin, je reprends. C'est bien cela que redoutaient aussi, à la même période, les néolibéraux. Milton Friedman, très tôt, tirait le signal d'alarme. En mars, en 1958, lors d'un séminaire qui se tenait sous les moulures dorées à décor de griffons du Drake Hotel de San Francisco, l'économiste de Chicago prenait un ton solennel. S'il est bien une chose qui détruirait à coup sûr notre société libre... Je me permets juste une petite aparté. Libre si t'es un mec aisé, bourgeois, blanc, valide, cis globalement, mais voilà, hein. Bref, je reprends. S'il était bien une chose qui détruirait à coup sûr notre société libre, qui en saperait les fondations mêmes, ce serait une acceptation générale de la part du management d'autres responsabilités sociales que de faire le plus d'argent possible. C'est une doctrine fondamentalement subversive. À force de répéter partout que les managers sont des fonctionnaires publics plutôt que les employés de leurs actionnaires, alors, dans une démocratie, ils vont tôt ou tard finir par être choisis selon des techniques publiques d'élection. Voilà, libre cité Milton Friedman, quoi. Grosso merdo, ouais. Non, mais c'est bien, vraiment, c'est ça qui est ouf, en fait. C'est ça que je trouve toujours impressionnant avec les réactionnaires, avec les droitos en général, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. C'est cette capacité qu'ils ont à dire des trucs d'une violence phénoménale, à vraiment dire « Ah non, mais on s'en branle des gens, on veut vous pisser dessus, hein, vraiment, le seul intérêt qu'on a, c'est nous-mêmes, et à ne pas voir le problème. » Parce que là, littéralement, il te dit, ah, le seul intérêt qu'on a, c'est vraiment à faire des thunes, et encore plus de thunes. Et on n'a pas à s'occuper des bien-être des travailleuses, on s'en fout. Non, franchement, vraiment, le mec, il est là, au calme, en train de te dire ça, et il voit pas le souci. Il voit pas le problème du truc. Et aujourd'hui, c'est pareil, quand vous avez des ministres, quand vous avez un Macron, quand vous avez des politiques en général, qui viennent vous sortir des trucs, mais immondes, et vraiment, qui voient pas le problème de ce qui sortent. Vraiment, ils se disent... TKT, c'est normal, c'est logique. Ils ok, ça me fume.
Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Je reprends. Au nom de quoi, en effet, les dirigeants d'entreprise sont-ils nommés par les actionnaires via le conseil d'administration ? Il n'existe, répond-il, aucune justification à cet état de fait, hormis que les premiers sont des agents au service des seconds, et si ce postulat tombe, alors tout s'écroule avec lui. Si vous admettez que les dirigeants d'entreprise, c'est une sorte d'agent privé du public, on va nécessairement en conclure qu'il est inadmissible que de tels agents publics soient nommés comme ils le sont à présent. S'ils sont vraiment au service du public, ils doivent donc être élus via un processus politique. Les managers, en admettant exercer des fonctions gouvernementales, s'exposent inconsidérément à la critique et bientôt à bien pire. Car sous les charmes trompeurs de l'éthique, Friedman devine les chenilles d'un char soviétique. La doctrine de la responsabilité sociale implique l'acceptation de la vision socialiste, selon laquelle ce sont des mécanismes politiques et non pas des mécanismes de marché qui sont appropriés pour déterminer l'allocation des ressources. Ah, la menace rouge qui va venir, oh là là. On rappelle forcément, encore une fois, que là ce sont des auteurs américains. Des années 50, 60, 70. Donc en fait, ce sont grosso merdo des gens qui sont en mode « Ah non, non, surtout pas le socialisme !» Oh là là, non, ce serait pas bien. Et évidemment, qui traduisent soviétique, URSS pour tout ce qui se rapproche de près ou de loin à socialisme. C'est genre « Oh non, non, l'URSS va prendre tous nos contrôles si on ose prendre soin de nos travailleuses. » Ou juste les écouter. La surprise n'est pas là. La surprise n'est pas là. Je reprends. Considérée en tant que forme de gouvernement, à quoi ressemble la grande entreprise ? Elle fait mauvaise figure. Elle apparaît comme un régime où une caste de dirigeants non élus exerce un pouvoir qui est sans partage. L'entreprise, analysée à un anarchiste britannique au début des années 1960, on n'a pas de nom par contre, on peut le se faire mettre. Un anarchiste britannique, point. Il n'y a même pas de référence de texte. C'est un peu con. C'est un peu con quand même. Bon, bref. C'est nouveau, vous savez, c'est comme... Je vais faire un parallèle qui va peut-être en agacer certains, je suis désolé. C'est pas du tout pour les mettre au même niveau. Mais là, pour le coup, le truc qui est venu dans ma tête, voilà, c'était exactement ça, hégémonie. Je me suis dit, en fait, un anarchiste britannique, c'est l'équivalent de une femme. Une femme a fait. Putain. Ça alors. Ah là là. Je crois qu'un des trucs qui m'a fait le plus halluciner, c'était quoi, il y a un an ou deux. À un moment donné, il y avait une récompense qui était tombée pour je sais plus quoi, un film ou un travail artistique, je sais plus. Il y avait une récompense qui était tombée. Une artiste avait fait un truc qui était très, très stylé et avait été récompensée pour ça. Bon, moi je vous avoue que ça m'intéresse pas et c'est aussi une des raisons pour lesquelles du coup j'ai pas le nom de la dame en tête, je suis désolé. Mais ils avaient titré ça la femme de Monsieur Machin a remporté le prix truc. Et j'étais là en mode mais putain quoi. Même quand t'as une meuf qui est récompensée, qui obtient une récompense, qui est mise en avant comme ayant récupéré un truc et tout. Genre, vraiment, c'est elle qui a fait le truc. T'es là en train de placer le fait qu'en fait, elle n'a pas d'existence par elle-même, elle n'existe que en tant que femme de machin. Et tu fais... Oh là là. Il y a genre 2-3 mois, c'était une journaliste, je crois, qui a été évoquée comme ça. Mais ouais, le truc, c'est que c'est récurrent. Comme dit Fred, c'est que ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Moi, c'est sur un truc, il y a un moment. C'était pas il y a 2-3 mois, c'était pas une journaliste. Oui, il y a eu Jarmou aussi. Oh là là. Jarmou aussi, qui pareil, s'est mangé un titre infernal en mode une des rares femmes est en mode. Elle est championne en fait. Genre, s'il vous plaît, quand même. Putain. Mais non, c'est une meuf. Ah, cool. Merci. Oui, effectivement, Brandy en gros plan qui tape sa meilleure sieste. Oui. Il y a une femme qui a remporté le titre de personnalité télévisée préférée des Français devant Reichmann. Il y avait un titre comme ça aussi.
Oh là là. Ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas en plus, parce que vraiment, on est dans une société de misogyne de l'enfer. C'est... Bref. Tout ça pour dire que voilà, c'est à ça que ça m'a fait penser, là, viteuf, analyser un anarchiste britannique au début des années 60, sans plus de précision. Ça m'a fait penser à ça, voilà. Encore une fois, ça n'a aucun même niveau, hein, mais voilà, c'est juste que ça m'a fait rigoler. Pour le coup. Je reprends. L'entreprise, analysée un anarchiste britannique au début des années 1960, est un système politique où le gouvernement, c'est-à-dire le management, n'a de compte à rendre à personne d'autre qu'aux actionnaires, et où ceux qui doivent lui obéir, dépourvus de toute citoyenneté, n'ont pas le droit d'élire les chefs qui les gouvernent. Tout juste ont-ils le droit de former des groupes de pression, les syndicats, et encore, pour influencer les gouvernements, lui retirant éventuellement leur collaboration par le droit de grève, et encore, hein, une fois encore, c'est très discutable. Un tel système ne mérite pas davantage d'être appelé une démocratie que le régime politique oligarque qui régnait en Grande-Bretagne au 19e siècle. 16, 17, 18... 18e siècle, pardon. 18e siècle. En vrai, oui, c'est assez obvious. Si tu commences à essayer de considérer ça comme une forme de gouvernement, les entreprises, qui devraient avoir des intérêts sociaux, etc., évidemment, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste une espèce de tyrannie absolue, et puis c'est tout, en fait. Oui. C'est des joulis. Oh mon dieu, oui. Alors pour celles qui savent pas, qu'est-ce que c'est joulis? Dans Avatar, la légende de Korra, vous avez un archétype qui est présenté du bourgeois, patron d'entreprise, dégueulasse, etc., qui a une évolution et qui est quand même en vrai attachant, même si c'est un gros trou du cul. Et en fait, il a une assistante qui s'appelle Julie. Et en fait, il est tellement incompétent à tous les niveaux que tout le long de l'animé, quand il doit se passer un truc, quand il faut qu'il fasse un truc, en fait il dit juste Julie fait le truc. Elle fait le truc, quel que soit le truc en question, et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein. Et c'est lui qui en gagne les crédits. C'est lui qui est vu comme le grand génie, le mec qui fait tout trop bien, etc. Et effectivement, du coup, le parallèle est assez fort, oui. Pas assez de couilles pour dire Reichmann a perdu contre une femme, quelle indignité, donc il retourne l'ordre de la phrase pour dire la même chose. Puis ouais, enfin vraiment, en plus Reichmann, qu'est-ce qu'on s'en branle? Enfin genre c'est même pas quelle indignité, on s'en fout. Reichmann il est même pas normalement, il est même pas censé être dans l'équation parce que il a pas gagné, point. Voilà, c'est genre normalement il devrait même pas être dans la phrase, on devrait juste dire telle personne, qui se trouve être une meuf, a gagné, point. Et même peut-être mettre en avant, ah enfin pour une fois c'est une meuf, incroyable, parce que encore une fois centré sur machin mes couilles n'a pas eu le truc, oui il a pas eu, donc en fait on s'en fout, point. Parce que même là ça reste centré sur le mec quoi, alors qu'on s'en fout, on s'en tape le coquillard. Je reprends la lecture. Les salariés, ils sont non seulement privés de droits politiques, mais aussi de certaines libertés par ailleurs reconnues comme imprescriptibles. Depuis presque 2 siècles, écrivait en 1977 un professeur de la Harvard Business School, les Américains se sont vus reconnaître la liberté de la presse, le droit de la libre expression, de rassemblement, le droit des procédures judiciaires en bonne et due forme, le droit à la vie privée, à la liberté de conscience. Mais, dans les entreprises, ils en ont été privés de la plupart de ces libertés civiles-là. À partir du moment où un citoyen américain passe la porte de l'usine ou du bureau, de 9h à 17h, il est à peu près sans droit. Le salarié continue bien sûr d'avoir des libertés politiques, mais pas celles qui importent. Le problème de fond, l'aporie idéologiquement majeure, c'est que la théorie démocratique libérale ne fournit aucune justification cohérente pour cette asymétrie de traitement. Le capitalisme, résume l'économiste autogestionnaire Jaroslav Vanek, est fondé sur les droits de la propriété, tandis que la démocratie l'est sur les droits personnels. Si le monde occidental est à ce point schizophrène, c'est que nous avons simultanément une démocratie politique et une autocratie économique. Et ça, typiquement, c'est un truc qui va continuer à l'être, parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Vous avez vraiment un énorme schisme qui se fait entre soi-disant les modèles de la liberté, etc. et vraiment zéro remise en question et zéro réflexion sur le fait qu'on n'est absolument pas dans des sociétés qui sont libres. On nous met, l'utilisation de termes schizophrènes, voilà. Oui, c'est une citation, bien sûr que c'est une citation. C'est une citation de Jaroslav Vanek, qui doit dater des années 70, encore une fois.
donc il y a 50 ans en arrière, et par des auteurs qui, bon, encore une fois, le classisme, tout ça, les auteurs, enfin, bon, on va pas revenir là-dessus, mais voilà. Disons que c'est un non-sujet, oui. Aujourd'hui, oui, complètement, c'est un non-sujet, enfin, vraiment, il y a une incapacité à remettre en question tout ça. Oui, encore une fois, c'est malheureusement que trop d'actualité, mais bon. Voilà. Bref, je reprends. Dans les années 1960 et 1970, en écho aux révoltes ouvrières, des philosophes et des économistes critiques élaborent des théories de la démocratie économique. La forme d'autorité qui prévaut encore dans l'entreprise, celle que Marx décrivait comme étant celle d'un législateur privé, doté d'un pouvoir autocratique, leur apparaît comme une rémanence de rapports de pouvoir archaïques, un bastion de tyrannie ayant échappé aux révolutions démocratiques. Dans Sphère de justice, de Michael Walzer, il prend l'exemple de Pullman, une bourgade américaine fondée à la fin du 19e siècle par un riche industriel, George Pullman, qui, parce qu'il était propriétaire des murs et du sol de la ville, prétendait avoir de ce fait le droit de gouverner les habitants, de la même façon qu'un homme gouverne sa maison ou son atelier. Dans sa cité, Pullman était un autocrate privé. Pas d'élection, pas de liberté, pas de justice régulière, encore moins de droit de rassemblement ou de manifestation. Estimant que la propriété d'une ville était incompatible avec la théorie et l'esprit de nos institutions, la Cour suprême de l'Illinois mit fin à cet état de choses. Question de Walzer. Ce genre de pouvoir appliqué aux habitants d'une ville est jugé incompatible avec les principes de la démocratie libérale. Mais le pouvoir que Pullman exerçait sur les travailleuses de sa compagnie était-il au fond différent ? Non, répond-il. Si ce genre de choses est condamnable dans le cas des villes, alors cela vaut aussi pour les entreprises et pour les usines. Dans les deux cas, une même norme d'autodétermination doit prévaloir. En ce qui concerne le pouvoir politique, sa distribution démocratique ne saurait s'arrêter aux portes de l'usine. Les principes fondamentaux sont les mêmes pour les deux sortes d'institutions. Cette identité qui constitue la base morale du mouvement ouvrier et de toute exigence de progrès vers la démocratie industrielle. Le paternalisme industriel, n'est-ce pas ? Et Nils, heureux. Bon, ça c'est intéressant parce qu'encore une fois, on a des auteurs du coup qui viennent et qui disent quand même, éclater au sol vos conneries, non ? Donc puisque c'est éclaté au sol, est-ce qu'on remettrait pas tout ça un peu en question ? Et évidemment, on voit que c'est pas remis en question en fait par la majeure partie des gens qui font fonctionner le monde. On s'en fout en fait. On voit bien que les dirigeants d'entreprise ne voient pas ça comme des questions ou quoi que ce soit. Pour les dirigeants, pour un Macron, pour n'importe quelle politique de manière générale, c'est un non-sujet. En fait, le monde fonctionne comme ça parce que le monde fonctionne comme ça, et puis c'est très bien, et puis c'est tout. Et vraiment, il n'y a pas du tout de capacité à réfléchir plus long terme derrière et de se dire qu'éventuellement, il faut remettre tout ça en question. Ça n'est pas un sujet. C'est ça le pire, c'est que ce n'est même pas un sujet. C'est même pas que c'est genre un truc qui est réfuté, ça n'est même pas un sujet. Ça n'existe pas. Ça donne un exemple où ça a été interdit, mais il y a beaucoup de villes-usines dans le monde occidental. Oui, complètement. Là, ça donne en plus effectivement un exemple où ça a été supprimé. Et je pense que malheureusement, il y a plein d'endroits où c'est pas le cas du tout. Parce que sûrement qu'à travers le monde, il y a des endroits où il y a Jean-Michel qui possède une ville et il fait ce qu'il veut dedans et les gens ont juste à fermer leur gueule et puis c'est tout. Et que personne ne trouve grand-chose à y redire, malheureusement. Mais bon, bref. Je reprends. Les thèses de Berle et Mintz avaient mis en crise le discours de légitimation traditionnel de l'ordre capitaliste. Le problème était théorique, mais il était aussi éminemment politique. L'économie classique, rappelée Édouard Masson, avait non seulement fourni un système d'analyse, un modèle analytique servant à expliquer le comportement économique, mais aussi une défense, et même une défense très bien calibrée, de la thèse selon laquelle le comportement économique promu par les institutions d'un système de libre entreprise œuvrait, en somme, pour l'intérêt public. On ne soulignera jamais assez, poursuivit-il, que la croissance du capitalisme du 19e siècle a largement dépendu de l'acceptation générale d'une justification raisonnée du système, sur des bases à la fois morales, politiques, économiques. La littérature managériale vient aujourd'hui saper de façon dévastatrice les présupposés de ce système. Et qu'offre-t-elle à la place ? Rien, ou presque. Pire, le managérialisme éthique qui s'est efforcé de combler le vide donne dangereusement prise aux exigences de démocratie dans l'entreprise, fragilisant ainsi l'institution en son principe même.
Du côté des intransigeants, on en appelait à répudier ces discours contre nature pour porter haut les valeurs capitalistes. Plutôt que de lutter pour sa survie en effectuant une série de retraites stratégiques et en prenant la pose de l'homme d'État industriel, le business, conseiller Theodore Levitt en 1958 dans la Harvard Business Review, devrait se battre comme s'il était en guerre. Et comme toute bonne guerre, celle-ci doit être menée hardiment, vaillamment et par-dessus tout, non moralement. Voilà, hein. Ah non, mais encore une fois, là, on n'a que des points de vue de droitos. Si vous prenez un Édouard Masson, c'est un économiste qui pense que l'économie c'est la vie, qui pense que le capitalisme c'est la vie, et notamment parce que c'est un putain de bourge. Et là, incroyable, Theodore Levitt, qui vient du coup être parmi les gens qui critiquent ces modèles de management éthique et tout. Pourquoi est-ce qu'il vient critiquer le management éthique? Est-ce que c'est parce que du coup c'est de la fausse liberté? Est-ce que c'est parce que c'est du pipeau? Parce que... Non, il vient critiquer parce qu'il y perd. Il y perd en domination. Et donc lui il dit non, moi je vais pas perdre en domination, je vais vous écraser, je vais vous dérouler la tronche. Et c'est normal, j'ai le droit, j'ai le pouvoir, donc je le fais, point. Mes intérêts à moi sont plus importants que les intérêts de n'importe qui d'autre. Nick. Et il le dit très clairement, notamment avec sa phrase « et par-dessus tout, non moralement ». Il dit bien la morale, on s'en branle, on va écraser les gens. On va en faire ce qu'on veut, parce qu'on le peut. Ah, Après, ce qui est bien, c'est qu'au moins il a le mérite d'être clair. Voilà, il a le mérite d'être clair, au moins. Lui, il avance pas comme d'autres économistes réactionnaires de l'époque, en mode « oui, non, mais on est des gens éclairés, qui sont pleins de bonnes intentions, on fait ça pour votre bien, etc. Puis en plus, on vous donne du travail parce qu'on est trop gentil, etc. » Non, lui au moins, il te le dit clairement, ma gueule, mon pognon, ma gueule. Ah, c'est quelque chose, hein. Bon, du coup, on a fini le chapitre. Comme on a fini le chapitre et que je vois que ça fait 1 heure et 1 minute que nous sommes en train de faire la VOD, je vais couper là-dessus. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié cette VOD. Pour cette reprise de lecture, c'est toujours très très cringe, hein. Voilà, vraiment les économistes réactionnaires des années 50-70 américains... c'est quelque chose, c'est clairement quelque chose, on va pas se mentir, mais c'est intéressant de voir voilà, ce bassin idéologique qui s'est développé par les dominants et pour les dominants et qui a amené à voir le jeu tel que malheureusement on le voit aujourd'hui, quoi. Donc bon, on va voir comment ça va avancer leur petite histoire, leur petit jeu de placement politique, etc. pour essayer de rester en bonne position, évidemment en situation de domination. Petite fougère de YouTube, des bisous, à très bientôt, ciao ciao ciao.